En ce début d'après-midi, les regards sont donc braqués vers le détroit d'Ormuz. L'Iran menace toujours de paralyser totalement ce passage hautement stratégique pour le transit du pétrole mondial. Ce qui a poussé ces dernières heures Donald Trump à réclamer l'aide de ses alliés de l'OTAN, ou plutôt à menacer l'alliance de représailles en cas de refus. Les conséquences seront, dit-il, très mauvaises si l'OTAN refuse. La guerre au Moyen-Orient n'est pas la guerre de l'OTAN, a répondu Berlin en fin de matinée, alors que Londres a écarté toute mission de l'alliance dans la zone. Les 27 doivent réfléchir précisément cet après-midi à Bruxelles aux différentes options qui s'offrent à eux. On va décrypter évidemment ce qui se joue en cette 17e journée de guerre au Moyen-Orient. Le régime iranien, même sous les bombes, tient bon. Nous serons dans un instant avec Siavash Ghazi en direct de Téhéran. Ce régime qui devrait être rejoint dans les heures qui viennent par les Houthis du Yémen. C'est ce que nous dira dans quelques instants notre correspondant. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je cite quelques-uns des fronts qui nous intéressent aujourd'hui. On va évidemment évoquer la situation au Liban où l'armée israélienne a entamé une incursion terrestre ces dernières heures. Vous êtes invité du jour, présidente de l'IREMO. Vous intervenez régulièrement sur notre antenne. On va peut-être commencer par aller prendre le pouls au niveau de ce détroit d'Ormuz dont on vous parle tant depuis presque 3 semaines. La situation se tend et les Iraniens s'imposent toujours là-bas. Vous allez le voir comme les maîtres du jeu. Regardez. Au 17e jour de guerre, le détroit d'Ormuz où transite près d'un cinquième de la production mondiale de pétrole est toujours quasi totalement bloqué par le régime de Téhéran. Et après avoir multiplié les appels à former une coalition pour rétablir le trafic, Donald Trump hausse le ton. Nous avons besoin, j'exige que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire, car c'est leur territoire. C'est un endroit où ils peuvent exploiter leur énergie. Que nous obtenions ce soutien ou non, je peux dire ceci, et je le leur ai dit, nous nous en souviendrons. Dans une interview accordée dimanche au Financial Times, le président américain recourait déjà à la menace. S'il n'y a pas de réponse ou si c'est une réponse négative, je pense que ce sera très mauvais pour l'avenir de l'OTAN. Sous pression internationale face à la flambée du prix des hydrocarbures, Donald Trump exhorte depuis plusieurs jours les pays dépendants du pétrole à former une coalition pour sécuriser le passage des cargaisons dans le détroit d'Ormuz. Plusieurs pays ont été nommés spécifiquement, dont le Japon, qui a publiquement fait part de son refus. Compte tenu de la situation actuelle en Iran, nous n'envisageons pas pour l'instant de lancer une opération de sécurité maritime. Avant tout, il est essentiel de mener des efforts diplomatiques pour apaiser la situation. La France fait elle aussi partie des pays mentionnés par le président des États-Unis. Le 9 mars dernier, dans une séquence soigneusement orchestrée, Emmanuel Macron annonçait la préparation d'une opération pour rouvrir progressivement le détroit. Une mission défensive déployée, selon le président français, lorsque les frappes auront cessé. La réponse de la Chine est elle aussi très attendue par le président américain, qui menace de repousser sa visite d'État prévue à la fin du mois. Agnès Levallois, on est en train de commenter aujourd'hui cet appel à l'aide de Donald Trump, formulé il y a quelques heures maintenant, appel aux membres de l'Alliance. Une forme de menace aussi. Si vous n'entrez pas en scène, il y aura de potentielles représailles. On le connaît. Il n'est jamais très bon de le contrarier, le président américain. Qu'est-ce que ça vous aspire tout ça ? Je pense qu'il serait temps aussi de le contrarier, puisqu'on ne peut pas se laisser embarquer par cette stratégie de Trump. C'est quand même lui qui a décidé de rentrer en guerre contre l'Iran, sans y associer les pays qui normalement sont des pays alliés ou qui se considèrent comme alliés. Et donc, on peut tout à fait comprendre la réticence des pays membres de l'OTAN à venir aux côtés de Trump, alors que celui-ci a décidé ça tout seul avec les Israéliens, mais sans du tout de concertation. Donc là, on retrouve la stratégie traditionnelle de Trump, qui est du chantage, comme il en fait en permanence, son fameux art du deal. Donc, il considère que les pays européens sont concernés, évidemment, puisqu'il y a des conséquences chez nous de cette guerre, mais d'exercer des pressions pour que les pays de l'OTAN participent à la sécurisation de ce détroit d'Ormuz est un peu déplacé, me semble-t-il, au regard de cette décision de Trump de faire cette guerre et sans du tout prendre en compte, sans avoir pris en compte au préalable, justement,
évidemment toutes ces conséquences. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est le sentiment que les Américains et les Israéliens sont rentrés dans cette guerre sans du tout prendre en compte cet élément du détroit d'Ormuz qui est à chaque fois mobilisé lorsqu'il y a des tensions dans les pays, dans le Golfe. Ça vous étonne ou vous êtes sceptique sur le fait qu'on n'ait pas anticipé cela? On a beaucoup de commentateurs qui prennent votre place et qui disent quand même, on doute du fait que les Américains n'avaient pas envisagé ce blocage du détroit. Moi, je fais la part des choses entre l'administration américaine et des spécialistes qui ont forcément anticipé la question du détroit d'Ormuz. C'est impossible autrement. Et un Trump, de toute façon, qui finit par n'en faire qu'à sa tête. Et l'impression que ça donne, mais là, évidemment, difficile de savoir est-ce qu'il en est réellement, l'impression que ça donne, c'est que Trump pensait qu'effectivement, le premier jour, Ali Khamenei le haut commandement de la République islamique est décapité et que tout va s'écrouler et que lui, c'est une espèce de promenade qu'il a engagée contre l'Iran et que tout va se régler très vite. Or, il se retrouve là maintenant face à un os, si je puis dire, avec un régime qui tient, très affaibli bien sûr, mais qui tient, et la capacité des Iraniens à utiliser ce levier qui est ce levier du détroit d'Ormuz, qu'ils ont régulièrement d'ailleurs mis en avant, disant que c'était une carte entre leurs mains. Et on a le sentiment qu'en face, eh bien, cette carte n'a pas du tout été anticipée. C'est pour ça que c'est assez surprenant finalement que les Américains se retrouvent comme ça près de court en appelant à l'aide des membres de l'Alliance. C'est quoi la forme de chantage qu'il faut lire en second plan, à l'adresse notamment des Européens? On a vu l'Australie dire non tout de suite, le Japon également, et puis on sent quand même les Européens assez timides, même si la réponse de Keir Starmer tout à l'heure a été quand même assez nette. Le Premier ministre britannique a estimé que le plan envisagé pour rouvrir le détroit d'Ormuz, je le cite, ne sera pas une mission de l'OTAN. Les Allemands aussi ont réagi assez fermement. Il y a les chefs de la diplomatie des 27 qui se retrouvent à Bruxelles cet après-midi pour réfléchir aux options possibles et puis à une forme de proposition à soumettre à Washington. C'est ça l'idée? Oui, parce que les pays européens se rendent bien compte que, effectivement, dire un non massif à Trump, bon, il y a toujours ce chantage que Trump exerce, donc ça veut dire qu'il va prendre des mesures de rétorsion contre les pays qui vont refuser de rentrer dans ce soutien qu'il demande. Alors, est-ce que ça peut être effectivement l'OTAN qui participe à la sécurité de l'Europe, de dire l'OTAN maintenant c'est fini, l'OTAN qui implose, voilà, la fameuse menace qui réitère chaque fois? Mais oui, à chaque fois, c'est la carte qu'il a entre les mains. Alors, le problème aussi avec Trump, c'est qu'il brandit ce genre de menaces, mais après, tout n'est pas forcément suivi des faits, parce qu'il se rend compte des conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est ce chantage, il tente. On voit bien que en permanence, c'est un homme qui tente des coups, qui tente quelque chose, et en fonction de la réaction en face, il réajuste ou non. Sauf que là, je pense qu'il est quand même très coincé, parce qu'effectivement, il se rend compte que cette guerre va plus loin et dure beaucoup plus longtemps que ce qu'il avait anticipé, et que ça, c'est très mauvais pour lui quand même, en raison des réactions aux États-Unis même. Le Royaume-Uni qui dit à l'instant qu'il ne se laissera pas entraîner dans une guerre plus vaste. C'est de ça dont il est question finalement aujourd'hui. On est au 17e jour de cette offensive israélo-américaine. Washington, ou plutôt Trump, ne cesse de répéter qu'ils ont l'avantage, les Américains, mais sur le papier, c'est pas ce qui se passe. Alors, c'est évident qu'ils ont l'avantage militaire, puisque c'est la force de frappe israélo-américaine est sans commune mesure avec les capacités militaires iraniennes. Sauf que les Iraniens ont des leviers et qu'ils utilisent très bien. Alors, on est dans une guerre complètement asymétrique, mais ça n'empêche que les Iraniens ont la capacité de montrer qu'ils résistent. Et c'est vrai qu'on voit bien que les pays de l'OTAN n'ont pas du tout envie de se trouver embarqués dans une guerre, avec l'expression, je ne sais plus de quel responsable politique, et dire c'est pas la nôtre. Et donc, c'est vrai que cette idée que les Israéliens et les Américains ont décidé de rentrer en guerre contre l'Iran, avec un problème quand même d'anticipation de la réaction possible. Et donc, nous n'avons aucune envie de nous laisser embarquer dans cette opération, qui est une opération quand même qui semble absolument catastrophique. Surtout que les Iraniens semblent prêts à aller loin, très loin, jusqu'au bout de ce conflit. Ils l'ont redit encore ce matin. On est en direct avec vous, Siavosh Ghazi. Bonjour, Siavosh. Alors, l'Iran, évidemment, toujours sous les bombes israéliennes et américaine. Il y avait encore des frappes à la mi-journée. On en témoignait en direct tout à l'heure sur Téhéran, la capitale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire exactement ? Les frappes continuent toujours sur la capitale iranienne. Donc le centre de Téhéran a été visé à plusieurs reprises. Depuis la nuit dernière, il y a eu des frappes très très intenses dans le nord de Téhéran, mais aussi dans la partie du centre et à l'ouest de la capitale iranienne. Des scènes de chaos qu'on voit dans les rues de Téhéran, des scènes de chaos, des automobilistes qui roulent dans tous les sens
à sens unique pour se précipiter pour rentrer le plus vite à la maison parce qu'il y a des frappes sur des zones résidentielles de plus en plus et donc beaucoup de bâtiments résidentiels ont été visés. Et puis il y a cette alerte qui a été lancée par l'armée israélienne demandant aux habitants de plusieurs quartiers du centre de Téhéran d'évacuer leurs maisons, des quartiers qui sont densément peuplés autour de la place Engelab et de la place Azadi, un peu plus à l'ouest. Et donc il y a beaucoup de craintes qu'il y ait des frappes sur des zones résidentielles avec de nombreux morts. Donc beaucoup de gens essayent de quitter Téhéran et aussi les magasins qui avaient réouvert depuis samedi qui maintenant se referment, maintenant de plus en plus des centres commerciaux fermés également et les bâtiments administratifs totalement désertés par les employés à la demande du gouvernement parce que ces bâtiments sont des cibles qui ont été visées ces derniers jours par l'aviation israélienne et américaine. Alors, les Iraniens, toujours visés évidemment par les frappes israélo-américaines, mais ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que le régime annonce l'entrée en scène assez imminente d'un nouvel allié. Absolument. Donc, selon les médias iraniens, donc les Houthis au Yémen ont décidé d'entrer dans le conflit. Je cite, le lion endormi du Yémen s'est réveillé et donc va en coordination avec l'Iran fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Et donc une entrée en guerre, si elle est confirmée, très très importante, qui va changer beaucoup de donne, puisque là il y a un porte-avions américain, Gerald Ford, qui doit traverser le détroit pour venir dans la région du Golfe Persique, de la mer d'Oman, à proximité de l'Iran. Et donc, s'il est aussi entre en action, cela va créer beaucoup de problèmes également sur les marchés internationaux, notamment pétroliers, qui seront affectés s'il y a par exemple des frappes contre des navires ou des pétroliers. D'ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui que l'Iran avait donné une bonne leçon à ses ennemis et que dans quelques jours, l'Iran allait célébrer sa victoire. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran. Agnès Levallois, l'entrée en scène imminente des rebelles houthis, qu'est-ce que ça présage pour la suite ? Ça présage une escalade supplémentaire. On est rentré dans une nouvelle phase qui était crainte, celle-ci aussi, par un certain nombre d'observateurs, considérant que si les Houthis rentraient dans cette guerre, ça voulait dire effectivement la tentative de leur part de fermer Bab el-Mandeb, ce qui veut donc dire que tous les accès au Golfe sont complètement fermés. Et donc, ce qui a comme première implication la circulation dans cette région encore plus entravée qu'elle ne l'était, avec simplement, si je puis dire, les menaces sur le détroit d'Ormuz. Là, on a les deux points d'entrée qui sont sous le contrôle. Alors, de Bab el-Mandeb, on va voir si les Houthis arrivent véritablement à contrôler mais c'est un signal en tous les cas fort qui est envoyé aux Israélo-Américains pour dire toutes vos attaques, toute votre stratégie finalement, eh bien, elle se heurte à une réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est que nous avons des capacités dans cette guerre asymétrique dont je parlais, quand même de nous imposer et de montrer que nous avons une réelle capacité de nuisance. Alors, combien de temps ça peut durer, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, il me semble que là, l'entrée des Houthis avec la menace sur Bab el-Mandeb, c'est vraiment une étape supplémentaire dans l'escalade à laquelle nous assistons dans ce conflit. Là, les Iraniens font peser déjà des risques sur le pétrole mondial. On voit les résultats sur les marchés, sur les prix du brut à la pompe aujourd'hui. Là, ce que vous nous dites, c'est que ce serait encore plus vaste. Finalement, c'est le commerce maritime mondial qui serait visé. Et ça a déjà été le cas d'ailleurs ces derniers mois. Les rebelles yéménites sont déjà entrés en scène à plusieurs reprises. Absolument. Et là, d'ailleurs, tout le monde s'est étonné de sa manière du calme dont faisaient preuve les Houthis depuis que la guerre a été déclenchée contre l'Iran. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Iran est prêt véritablement à utiliser toutes ses cartes. Il n'y a plus aucune limite parce que c'est quand même un régime, quand même, il faut le rappeler, qui est sous pression, une pression énorme en raison de cette guerre et de ces bombardements, mais qui a encore la capacité à actionner certaines de ces cartes. Et la carte qui n'avait pas encore été utilisée, c'est celle des Houthis avec la menace sur Bab el-Mandeb. Un régime qui se prépare, nous disait Siavosh il y a quelques instants, à proclamer sa victoire dans ce conflit. Comment est-ce que vous analysez la situation ? Est-ce que vous voyez, vous, un régime aux abois ? Ça, c'est la vision américaine.
Oui, c'est quand même un régime. Parler de victoire de la part des Iraniens, alors tout dépend ce qu'on entend par victoire. Est-ce que c'est une façon de dire que les Américains et Israéliens n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs au bout de quelques jours, à savoir que le régime s'effondre littéralement et qu'on est dans une logique de changement de régime? Ça, effectivement, ça n'a pas fonctionné. De là à dire que le régime est victorieux, ça me paraît quand même un peu difficile à dire, parce que c'est quand même un pays qui est complètement détruit, enfin en grande partie détruit aujourd'hui, et dans quelle mesure et comment les choses vont se passer après. Et les Américains et les Israéliens n'ont pas dit encore leur dernier mot dans cette guerre. Donc parler de victoire, ça me paraît de toute façon complètement inadapté. Mais ce qu'on peut quand même dire de façon très claire, c'est que c'est un régime qui résiste sûrement plus que ce à quoi s'attendaient les Israéliens et les Américains. Vous vous y attendez, vous, au fait que ça tienne aussi longtemps, que ça dure aussi longtemps et que le régime décapité nomme aussi rapidement un nouveau guide suprême? Oui, parce qu'on savait quand même, les Iraniens, ça fait des années qu'ils savent que des attaques vont avoir lieu contre eux. Ils savent très bien que les Américains et les Israéliens veulent en finir avec la République islamique, que celle-ci a été profondément affaiblie par les mouvements de contestation, que la guerre de juin l'année dernière, la fameuse guerre de 12 jours, qui a été arrêtée par Trump en raison justement des conséquences de cette guerre et que Trump ne voulait pas assumer. À partir de tout ça, les Iraniens savaient très bien que de toute façon, les Israéliens voulaient absolument rentrer à nouveau en guerre contre eux pour faire tomber ce régime. Donc ils se sont préparés, et ils se sont préparés de longue date en mettant en place tout un système pour ne pas être complètement démunis en cas d'attaque contre le responsable et en particulier contre le guide suprême. Donc toutes les institutions se sont préparées, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont capables de réagir à tout. Mais jusqu'à ce jour, en tous les cas, on voit que c'est un régime qui a réussi à mettre en place une organisation lui permettant, en tous les cas, de résister. Alors, il y a un moment où quand même ça risque d'être quand même compliqué, parce que la force de frappe de l'autre côté est telle que je ne suis pas sûre qu'il puisse résister indéfiniment. Mais en tous les cas, il a démontré sa capacité à résister plus que ce qui était prévu. Ça risque de se finir comment, selon vous, en tout cas pour le moins avec la partie américaine, parce qu'on va parler des Israéliens dans quelques instants et les enjeux sont quand même assez différents au sud Liban. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que tout ça va se terminer autour d'une table, des Iraniens, des Américains qui vont se remettre à parler comme si de rien n'était? C'est ce que dit Trump. Trump dit qu'il y a des négociations. Alors les Iraniens Vous le croyez possible, ça? Avec Trump, oui, je pense que c'est possible. Avec le régime iranien? Alors le régime iranien maintenant se sentira en position beaucoup plus de force pour négocier s'il estime que c'est Trump qui a besoin de cette négociation. Et on sait que les Iraniens sont de redoutables négociateurs. Donc s'ils voient que le moment est venu pour faire valoir leurs intérêts, en sachant qu'il n'y a plus à la clé de changement de régime, mais il y a simplement la négociation sur le nucléaire, ils savent comment négocier sur ce sujet-là. Et donc c'est une option que moi je prends tous les cas au sérieux. On va aller voir ce qui se passe sur le front libanais maintenant. Offensive très importante israélienne qui a pris un nouveau tour ce matin. L'armée israélienne annonçant avoir pris de nouvelles positions dans le sud, où elle dit maintenant mener des opérations terrestres limitées contre le Hezbollah, une guerre qui a déjà provoqué la mort de 830 Libanais et déplacé aussi sur les routes plus de 850 000 personnes. Lou Kiziela. L'armée israélienne diffuse ces images de son incursion terrestre au sud Liban. Des opérations dites ciblées et limitées à but défensif contre le Hezbollah. C'est la première attaque au sol depuis le 2 mars, lorsqu'Israël a commencé à bombarder Beyrouth depuis les airs, en réponse à des tirs du mouvement islamiste. Depuis, 830 000 personnes ont dû fuir leur maison, d'après les autorités libanaises. Bien sûr, c'est de notre maison, nos souvenirs, tout ce qu'on a vécu pendant, pour moi, 25 années. Et j'ai pris mes photos et mes chats, bien sûr. Ce centre médical au sud du pays est en ruine, ciblé pour la deuxième fois par Israël, qui affirme que le Hezbollah utilise des ambulances et des installations médicales à des fins militaires. Le ministre libanais de la Santé dément. L'occupant israélien a malheureusement affirmé que les ambulances étaient utilisées à des fins autres que sanitaires et médicales. Nous affirmons haut et fort que cela est injustifié. Ces véhicules transportent des blessés et des malades. Israël accuse le gouvernement de Beyrouth de ne pas en faire assez pour neutraliser le mouvement chiite. Le Hezbollah agit selon les instructions de Téhéran et non de Beyrouth. Mais pour être franc, le Liban n'a pas vraiment fait ce qu'il aurait dû faire.
pour démanteler le Hezbollah. D'après les autorités libanaises, les frappes israéliennes ont déjà fait près de 900 morts, dont plus d'une centaine d'enfants. Agnès Levallois, ce conflit en boucle au Liban qui revient et qui se répète finalement. Là, aujourd'hui, les Israéliens disent incursion terrestre limitée. Comment ça va se terminer là-bas aussi ? Là, c'était la grande crainte des Libanais, que les Israéliens non seulement bombardent le pays, mais se lancent dans une opération terrestre. Et donc, cette crainte maintenant devient réalité avec ces déclarations et ces actes sur le terrain. Ce qui effraie véritablement les Libanais, alors surtout les Libanais qui habitent dans cette région, c'est qu'ils ont le sentiment d'une réplique de ce qui s'est passé à Gaza. On est absolument dans la même logique, à savoir vider complètement le territoire de ses habitants pour les contraindre à partir définitivement. Et on commence à entendre un certain nombre de témoignages libanais du Sud qui disent on ne veut pas partir parce qu'on ne veut pas subir le sort des Palestiniens et on sait très bien que si on part, on ne pourra pas revenir. Donc il y a vraiment une logique aujourd'hui de la part d'Israël de mettre en place tout autour d'Israël des zones qui seront vraiment considérées comme des zones de protection pour Israël, ce qui a plus beaucoup de sens aujourd'hui à l'heure des drones et des missiles parce que ça passe au-dessus des zones de sécurité. Mais c'est bien ça l'objectif qui est affiché par Israël, d'aller au moins jusqu'au Litanie, donc sur une proportion de 30 km à l'intérieur des terres libanaises, avec le fait... Alors je ne pense pas que les Israéliens aient envie de rester dans cette zone, puisqu'il y a quand même eu des souvenirs cuisants par le passé, où Israël avait envahi le Liban et a été obligé d'en partir sous le coup de la résistance à Israël. Alors maintenant, effectivement, le fait nouveau, c'est que la résistance... Est-ce qu'ils ont encore les moyens de résister aux Israéliens ? Parce que, faut-il leur rappeler tout ce qui s'est passé ces derniers mois, depuis la guerre à Gaza, le Hezbollah libanais, quand même, a essuyé de gros coups. De gros coups, mais là, on voit quand même qu'il est encore en capacité à pouvoir agir. Et donc, ce que ça démontre aussi, et je pense qu'il faut quand même s'y arrêter quelques instants, c'est que toute cette stratégie d'Israël qui consiste à vouloir éliminer toutes les forces qui lui sont hostiles, ça ne marche pas. On voit bien qu'à Gaza, le Hamas est encore présent. Il est certes extrêmement affaibli. Au Liban, le Hezbollah est affaibli, mais il est encore là. Et finalement, quel est le prix le plus lourd à payer ? Ce sont les populations civiles à chaque fois. Et donc la justification d'Israël de dire pour notre sécurité, on doit mener ces opérations est quand même très problématique parce qu'on voit bien qu'avant tout, ce sont les populations qui payent le prix fort et que les mouvements, eux, affaiblis, mais ils sont toujours là et on ne peut pas faire disparaître complètement de la carte des mouvements politiques ou des guérillas s'il n'y a pas de solution politique. Et là encore, dans le cas libanais, il n'y a aucun propos de la part d'Israël de savoir ce qu'il veut faire. Il dit simplement, on veut éliminer tout le Hezbollah, ce qui est absolument impossible. Et surtout, ça empêche complètement le gouvernement libanais de réaliser ses objectifs. Le gouvernement libanais était engagé dans un processus de désarmement du Hezbollah, alors qu'il faisait prudemment pour éviter aussi que la société libanaise n'explose. Et en faisant cela, que fait Israël ? Israël fait tout pour que le pays à nouveau explose, puisqu'une grande partie des Libanais aujourd'hui sont évidemment furieux de se retrouver dans cette guerre, estimant que ça n'est pas la leur. Et donc exigeant le désarmement du Hezbollah, bien sûr, mais le Hezbollah ayant encore des capacités de résistance, peut dire au gouvernement libanais, mais comment voulez-vous qu'on désarme complètement alors que Israël nous bombarde toute la journée ? On est dans un cercle vicieux absolu dans cette situation. Et les garants de l'accord de cessez-le-feu, je voudrais insister sur ce point, qui sont les Américains et les Français, ne jouent pas leur rôle. Les Français, si, en essayant maintenant de mener une médiation. Mais par de simples appels à la désescalade aussi. Oui, les moyens français paraissent dérisoires. Oui, ce sont les Américains qui ont les cartes en main, évidemment, et que les Américains, en fait, appuient complètement cette démarche aujourd'hui. Rapidement, Agnès Levallois, vous évoquiez à juste titre Gaza. On a vu ce qu'avait donné cette guerre à Gaza, dont on ne parle plus d'ailleurs aujourd'hui. Quel risque, quel avenir pour cette région ? On a parlé d'embrasement du Moyen-Orient, de longs mois. C'est en train de se concrétiser là aujourd'hui ? Écoutez, oui, on voit que les bombardements à Gaza continuent. En Cisjordanie, la situation se dégrade tous les jours un peu plus. Le Liban, l'Iran. Donc, les Houthis, s'ils rentrent en guerre aux côtés de l'Iran, on est quand même dans une région qui, aujourd'hui, quels sont les endroits à peu près calmes ? Ils sont très peu nombreux et il y a surtout une stratégie de la part d'Israël de faire en sorte que le chaos s'installe absolument partout avec une fragmentation totale de l'ensemble de ces territoires pour apparaître comme étant le seul État qui peut dicter sa politique à tous ses voisins.
Merci beaucoup Agnès Levallois d'avoir été l'invité de l'info du jour. Restez avec nous, Paris Direct se poursuit avec dans quelques instants le journal. A tout de suite.